avec nous aujourd'hui. Donc, on a une belle table ronde composée de chercheurs, d'experts et d'entreprises d'horizons diverses et qui mettent bien en lumière finalement que la notion de durabilité est large et s'applique à beaucoup de domaines. Alors, je vais commencer par Thierry Libert. Je vous laisserai vous présenter très rapidement chacun. Alors, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que tu es membre du Comité économique et social européen depuis un certain nombre d'années maintenant, que tu as porté très tôt le sujet de l'obsolescence programmée, et que je t'en remercie d'ailleurs. Tu es aussi un fidèle compagnon de l'aventure HOP depuis ses débuts, et tu as suivi le sujet depuis une casquette européenne, ce qui te donne une vision du sujet très intéressante, notamment depuis 2013 où tu avais publié un rapport. Alors, ma question est simple. Pour toi, quelles sont les évolutions déjà depuis 2013, depuis toutes ces années du sujet de l'obsolescence programmée et tu nous parleras certainement aussi de ton rapport remis récemment au ministre à la demande de Nicolas Hulot sur justement un tour d'horizon des pratiques européennes pour influencer, inspirer la loi qui est actuellement en discussion. D'accord, merci. Et tout ça en moins de 5 minutes, bien sûr. Bonjour à tous. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2013 le truc important, c'est qu'en fait, il y a une brèche qui a été ouverte. C'est-à-dire qu'avant, le sujet n'était vraiment pas du tout à l'ordre du jour. L'Europe n'avait jamais travaillé sur la durabilité. Et puis, il y a eu cet avis que j'avais porté du Comité économique et social européen. Et ce qui a vraiment été un détonateur, c'est que ce texte-là a été voté à l'unanimité. Ce qui est rarissime, c'est-à-dire que toutes les grandes entreprises, toutes les PME, toutes les organisations syndicales, toutes les associations de consommateurs, toutes les ONG environnementales ont voté pour le texte. Donc on s'est dit, il se passe quelque chose. C'est-à-dire on a là un sujet qui peut-être médiatiquement pourrait apparaître conflictuel et qui en fait est accepté par tous. Et puis à la suite de ça, il y a eu la résolution qui a été portée au Parlement européen par Pascal Durand, et là aussi vote à l'unanimité si on accepte bien évidemment les mouvements populistes. Donc c'est un sujet qui est entré à l'ordre du jour, et il suffit de regarder très, très récemment. Enfin, si on regarde par exemple juste l'an dernier avec la directive sur le gaspillage, celle de début 2019 sur les garanties avec l'augmentation de la durée de présomption de garantie de 6 mois à 1 an, la déclaration récente de décembre 2018 du Conseil de l'Union européenne. À chaque fois, la problématique de l'obsolescence, de la durabilité est présente. Donc il y a vraiment un chemin qui a été ouvert, et je ne parle pas de tous les travaux dans les différentes directions. Donc le côté positif, c'est qu'il y a vraiment cette dynamique. Si on regarde la réalité et qu'on parle sans langue de bois, ça reste encore très compliqué, parce que caractéristique des institutions européennes, c'est que c'est souvent très cloisonné, donc il n'y a pas de leadership, il n'y a pas une dynamique commune à l'ensemble des institutions. Donc de ce côté-là, c'est toujours un peu compliqué, mais en tout cas, il y a une belle dynamique qui est ouverte. Alors si je fais le lien avec le rapport que j'ai remis fin janvier à François de Rugy et Brune Poirson, la découverte peut-être la plus importante, c'est qu'en fait, on a des marges de manœuvre en France sans se préoccuper de Bruxelles. Pour le dire autrement, moi je suis un peu surpris pour avoir participé à pas mal de travaux à Paris et à Bruxelles. C'est-à-dire que quand on est à Paris, qu'on travaille sur des problématiques de durabilité, on dit ouais, mais on ne peut rien faire parce que c'est forcément un sujet européen. Donc il nous faut l'accord de l'ensemble des États de l'Union européenne. Et qu'en fait, quand je suis à Bruxelles, on dit ouais, mais ça c'est une prérogative nationale, donc bon, on ne peut pas s'en occuper. Donc en fait, il y a toujours ce jeu un peu de subsidiarité. Et en fait, on s'aperçoit que globalement, sur un très grand nombre de sujets, on peut agir nous-mêmes sans attendre. Et donc j'ai fait un certain nombre de préconisations, notamment sur l'application, parce qu'en France, il y a déjà beaucoup de textes qui existent, donc pour demander déjà une meilleure application des textes existants. Moi, je préconise de travailler un peu sur la modulation des durées de garantie. En tout cas, ça peut s'expérimenter. Et puis peut-être une meilleure incitation aux consommateurs, parce que j'étais un peu étonné de voir que sur beaucoup de sujets, le consommateur se défaussait un peu, notamment sur l'entretien. C'est-à-dire que dès qu'un produit fonctionne un peu moins, on est dans une logique de nouvelle acquisition.
Et donc il y a peut-être aussi une meilleure information du consommateur. Voilà, merci. Et Thierry, je te sais sensible au sujet de la publicité. Quel est le lien finalement avec la durabilité et avec les sujets qui nous préoccupent? Pour moi, c'est le sujet parce que, en fait, avant de parler d'obsolescence programmée, on parlait d'obsolétisme. C'est-à-dire dans les années 20, et l'obsolétisme, c'était rendre un produit obsolète justement par le rendre psychologiquement moins défendable. C'est-à-dire, on n'attend pas que le produit tombe en panne, il faut, et par la publicité, les grands textes, en fait, précurseurs de l'obsolescence programmée, c'était en fait sur la psychologie du consommateur. Alors ça, c'est vraiment un truc très important, et quand on parle à l'instant de dire le produit fonctionne un peu moins, parce que, en fait, l'acquisition d'un produit, c'est un marqueur social. C'est un marqueur social, et c'est par la publicité, justement, qu'on peut lier les deux. Le livre un peu fondateur sur l'obsolescence, celui de Vance Packard, sur l'art du gaspillage 1960, parlait déjà de cette obsolescence psychologique ou obsolescence culturelle. Et donc la nouveauté, c'est que, alors ça devrait être rendu public dans les prochains jours, mais Elisabeth Borne et Brune Poisson viennent de lancer une mission pour un rapport qui doit être rendu, un pré-rapport qui doit être rendu le 15 novembre, et le rapport final au premier trimestre 2020, justement pour voir le rôle de la publicité, c'est-à-dire quel modèle publicitaire peut être adapté à la transition écologique, et la durabilité est en plein dans ce sujet-là. Oui, c'est un sujet passionnant. Merci beaucoup Thierry. Et puis on est bien entouré là d'affiches publicitaires, donc ça a fait une bonne transition. L'obsolescence et en général le sujet de la durabilité, ça touche un peu les produits du quotidien. Enfin, c'est ceux qui sont les plus marqués en tout cas dans l'opinion publique. On pense notamment à des rapports qu'on a fait sur les produits. On pense au lave-linge, etc. Les lave-linges d'ailleurs, ça se vend, j'imagine, beaucoup d'occasions sur le Bon Coin. Alors Arnaud Jacques, est-ce que vous pouvez nous dire, pour vous, finalement, qu'est-ce que la durabilité a à voir avec le commerce d'occasion, et est-ce qu'il y a des liens entre les deux? Quels sont-ils? Merci beaucoup Laetitia, merci pour organiser ce colloque. Effectivement, moi je travaille au Bon Coin. On a rejoint assez récemment le club de la durabilité, et on est ravis de pouvoir vous parler un peu ce matin de ce qu'on fait, notamment pour participer avec vous à faire un peu bouger les lignes et éveiller un certain nombre de conscience sur les modes de consommation plus durables. Alors, le Bon Coin, effectivement, je pense que tout le monde connaît. C'est juste vous donner quelques chiffres pour vous remettre dans le contexte de notre engagement sociétal. Le Bon Coin, c'est 28 millions de visiteurs uniques par mois. Donc c'est presque un Français sur deux qui se connecte tous les mois sur le site ou nos applications. Et on touche en une année 40 millions de Français. Ça représente sur l'année 2018 100 millions de transactions de biens d'occasion qui ont été effectuées de particulier à particulier. Et ça génère environ 1% de la masse du PIB de la France en valeur de transaction. Donc en fait, le Bon Coin, c'est au départ une plateforme d'échange de biens d'occasion entre particuliers, mais qui a un impact sociétal et économique extrême dans le quotidien des Français. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, et notamment, et je t'en remercie à notre discussion ensemble, c'est que les utilisateurs du Bon Coin sont les vrais héros quotidiens de la transition écologique. Parce qu'en fait, le lien entre commerce d'occasion et durabilité, il est essentiel, il est très très élevé, c'est-à-dire plus les produits sont durables, plus on est en capacité, nous au Bon Coin, de leur proposer une deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Et donc là-dessus, nous, notre position, elle est assez claire. Aujourd'hui, le Bon Coin reste une plateforme d'échange, de mise en relation de particulier à particulier. Notre ambition, via l'adhésion au club, mais également l'ensemble du plaidoyer qu'on peut faire aujourd'hui dans la société, c'est de dire que, via notre puissance médiatique, nous avons la responsabilité en tant que plateforme de promouvoir un certain nombre d'informations aux consommateurs, à l'utilisateur final, et donc potentiellement à 40 millions de Français, vers des modes de consommation plus durables et plus bénéfiques pour la planète. Donc effectivement, plus les produits seront durables, plus le commerce d'occasion aura du sens.
Je pense d'ailleurs à ce propos que nous on porte aujourd'hui, notamment avec notre ami de la CAMIF, Emery Jacquia, une proposition pour, sur le prix des produits neufs, de pouvoir dire aux consommateurs quel serait le produit de revente à l'occasion, pour que psychologiquement, en fait, le consommateur puisse déjà se projeter vers un coût d'acquisition un peu plus faible et de l'inciter à revendre le produit. Donc ça, c'est le premier point sur plus c'est durable, plus le commerce d'occasion se fait. Et le deuxième point, c'est notre responsabilité en tant que plateforme, et notamment de plateforme vraiment ancrée dans le quotidien des Français, c'est justement de s'associer avec toi, avec tous les acteurs qui mettent en mouvement les écosystèmes pour être un réel acteur du changement, partant du principe qu'aujourd'hui, le numérique est le moteur de l'ensemble des transitions, qu'elles soient écologiques, économiques ou sociales en France, et que là-dessus, Le Bon Coin veut vraiment prendre toute sa part de responsabilité dans cette transition. Merci beaucoup pour ton engagement, notamment au sein du Club de la durabilité. Au sein du club d'ailleurs, et l'année dernière, pour ceux qui étaient présents, on avait évoqué la difficulté pour des consommateurs d'acquérir des produits durables qui parfois sont nécessairement plus chers parce que de meilleure qualité. Est-ce que tu penses que Le Bon Coin, le commerce d'occasion en général, peut répondre à cette problématique et qu'est-ce qu'il faudrait pour aller plus loin? Par exemple, Hop propose de mettre des compteurs d'usage sur les produits, comme sur les voitures, avec les compteurs kilométriques, pour pouvoir suivre et peut-être mieux entretenir sur la durée et même donner une valeur résiduelle sur le marché de l'occasion. Enfin, qu'est-ce que toi tu en penses et qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait aller plus loin et comment? Alors, en fait, effectivement, aujourd'hui, la capacité qu'on aura à dire à nos utilisateurs en achetant des produits d'occasion, vous participez à un mieux-être commun et notamment à la transition écologique, c'est encore une fois le cœur de l'engagement, c'est de dire cette capacité qu'on aura à démocratiser des modes de consommation et surtout de faire de la pédagogie autour de l'acte d'achat, c'est ce qui permettra de faire bouger les choses. Parce qu'en fait, je fais un peu le parallèle entre potentiellement commerce d'occasion et alimentation bio, par exemple. L'alimentation bio, on sait que c'est extrêmement important, mais dans le même temps, c'est très souvent plutôt réservé à une certaine classe sociale qui peut se permettre d'acheter mieux parce que c'est des produits qui sont potentiellement plus chers. Et donc, en fait, on se rend compte dans les études qu'on mène qu'un certain nombre de personnes, en fait, se sentent exclues de cet ensemble de discours autour de la durabilité, autour du mieux consommer, pour l'environnement. Or aujourd'hui, le Bon Coin, encore une fois, c'est cette histoire d'héros discrets de la transition écologique, c'est de leur dire concrètement, via votre acte d'achat, de les rendre vraiment acteurs et promoteurs de ces nouveaux modes de consommation en disant il ne faut pas avoir entre guillemets honte d'acheter du produit d'occasion. Bien au contraire, acheter du produit d'occasion, notamment si on arrive avec tous les distributeurs, les fournisseurs, de mettre de l'information beaucoup plus pertinente sur la durée de vie, l'indice de réparabilité, etc., eh bien vous allez vraiment réussir à mettre en marche complètement cette transition écologique. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est tout à fait intéressant. Puis j'en profite aussi pour dire un petit mot sur l'occasion qui est hors commerce ou à but non lucratif comme les ressourceries et toutes ces initiatives qui sont aussi très importantes et qui font partie de cet écosystème. Alors sur Le Bon Coin, on vend notamment beaucoup de vêtements. Et Isabelle Robert, je me tourne maintenant vers toi, puisque la mode, le textile n'est pas, est loin d'être épargné par l'obsolescence programmée ou en tout cas accélérée. Nous avions d'ailleurs dédié un rapport d'enquête sur l'obsolescence accélérée des collants. Je remercie d'ailleurs Annie-Claude encore d'y avoir participé. Qu'est-ce que toi tu peux, en tant que chercheur, constater sur cette obsolescence a priori des textiles? Est-ce que tu la constates aussi? De quelle manière? Quelle forme est-ce que ça prend? Est-ce que tu observes des comportements de consommateurs vers la consommation à outrance ou vers aussi une tendance à la déconsommation? Qu'est-ce qu'on peut dire sur le secteur du textile?
Merci en tous les cas, Vanessa, Laetitia, pardon, de m'avoir invitée. Décidément, aujourd'hui c'est difficile avec mon prénom. À cette table ronde. Alors, préalablement, je vais revenir un petit peu sur cette fast fashion qui se caractérise par effectivement un renouvellement incessant des collections inspirées des grands créateurs de la haute couture à bas prix et qui a complètement colonisé en fait l'esprit des consommateurs. On a maintenant un rapport aux vêtements qui a complètement changé et les statistiques le prouvent, hein, la production de vêtements a été multipliée par 2 entre 2000 et 2015. On ne cesse d'avoir nos dressings, je dirais, se remplir de vêtements. Parallèlement, le budget alloué à la consommation de vêtements ne fait que chuter depuis 50 ans. On arrive en gros à 3,9% du budget. Et puis, globalement, un fait quand même important, c'est qu'on thésaurise énormément les vêtements. 70% des vêtements dans nos dressings ne sont pas portés. Tout ceci est lié à la fast fashion qui a été développée et qui a pour objectif en fait de changer complètement la façon de s'habiller, la façon de voir la mode. Hein, autrefois, effectivement, un vêtement, c'était un objet coûteux, durable, conçu pour être durable, conçu pour être réparé, conçu pour être adapté. Aujourd'hui, le vêtement est un objet jetable qui n'a plus de valeur. Juste, alors effectivement, Hop a fait une étude sur les collants. On a fait l'année dernière avec un doctorant une étude sur les manteaux. Et à ma grande surprise, on s'est aperçu que sur la génération des 18-24 ans, plus de 53% en fait, des consommateurs renouvelaient l'achat de leur manteau à chaque saison. Alors que dans notre esprit, un manteau, c'est quand même un objet assez durable. Donc effectivement, la fast fashion a généré 2 types d'obsolescence. Une obsolescence technique parce qu'en fait, cette fast fashion qui est basée sur les volumes a engendré une baisse de la qualité et de fait une baisse de la durabilité des vêtements. On est tous conscients que les vêtements qu'on porte aujourd'hui s'abîment davantage que ceux qu'on avait auparavant. Et puis une obsolescence effectivement esthétique programmée par les marques. Donc ça, c'est vraiment un changement d'interaction du consommateur avec le vêtement. Toutefois, on a un soubresaut au niveau des comportements des consommateurs qui est assez enviable. C'est que l'année dernière, l'Institut français de la mode a fait un sondage sur le comportement des consommateurs vis-à-vis de ces vêtements. Et on a constaté que 44% des consommateurs avaient acheté moins. Alors bien sûr, il y a une déconsommation qui est liée au budget, qui est une déconsommation subie, mais parmi ces consommateurs, on avait plus de 40% qui l'avaient fait de façon volontaire, pour des questions éthiques, pour des questions, je dirais, écologiques, mais aussi pragmatiques. J'ai vraiment trop de vêtements dans mon dressing. Et puis dernièrement, au mois de septembre, il y a eu une étude qui a été commanditée par Ipsos, qui montre aussi que 65% des consommateurs commencent à prendre ce critère de développement durable dans l'achat des vêtements. Donc en fait, on s'aperçoit que le consommateur, il bouge un peu, et on a de nouvelles expérimentations, généralement développées par les startups, pour s'inscrire dans la slow fashion. Qu'est-ce que j'appelle la slow fashion? C'est un ancrage local, une transparence dans toute la chaîne de valeur et surtout une augmentation de la durabilité effective des produits. Et cette slow fashion, même des acteurs en fait, du mass market, commencent à développer des business models qui ont tendance à augmenter la durabilité des produits. On viendra sur la seconde main, parce que moi, il y a des fois, je ne suis pas tout à fait d'accord que ça fait durer les produits, mais je vous expliquerai pourquoi. Je vois 5 business models qui émanent de start-up. La première, qui émane aussi de grands acteurs, on a une proposition de valeur qui va être développée sur, je dirais, des produits plutôt intemporels, basiques, où l'objectif est d'avoir des produits qui ne se démodent pas. On a des enseignes qui le font, avec au mois de septembre, là, une enseigne qui a développé aussi pour les enfants une gamme beaucoup plus performante pour qu'elle résiste davantage au choc lié effectivement au fait que ce soit porté par des enfants. On a des petites startups, là il y a une startup Umboom qui a développé une gamme de produits à base de laine où vous ne lavez plus les produits, c'est-à-dire vous pouvez porter 200 fois une robe, plusieurs fois en fait vos t-shirts. Donc on a déjà cette proposition de valeur axée sur la durabilité. On a une autre forme de business model qui est beaucoup plus sur un modèle participatif où on va en fait mettre le consommateur comme co-créateur de la valeur. Et on s'aperçoit que si le consommateur crée lui-même le vêtement ou avec d'autres personnes, avec des designers,
il va avoir un attachement émotionnel beaucoup plus fort et de ce fait, ça va augmenter la durabilité. D'autre part, ces business models qui jouent sur la participation du consommateur vont accroître les compétences du consommateur, déjà avec un kit à le concevoir, mais aussi à le réparer. Donc on va changer un peu, je dirais, la mentalité du consommateur. Et il y a une petite start-up française que j'aime beaucoup qui s'appelle Make My Lemonade, qui a développé en fait des éditions limitées de vêtements que l'on peut acheter tout fait, mais aussi en kit. Une autre, troisième business model qui est axé sur la réparation et l'upcycling. La réparation, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un soubresaut de la part des consommateurs. On s'aperçoit qu'on a une petite start-up qui s'appelle Lily, qui vient de développer un réseau de couturières à domicile. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que les consommateurs ont de plus en plus envie qu'on répare leurs vêtements. Il y a quand même, pour certains produits, un attachement. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que ces couturières ne font pas simplement de la réparation, raccommoder un bouton, mais vont redesigner. On a plein de vêtements auxquels on est attaché parce que la matière est belle, etc. Redesigner parce que le col, effectivement, il est plus... Et donc, il va y avoir tout ce travail qui va être fait. Un quatrième business model qui est basé aussi sur l'approche servicielle. Je ne sais pas si vous avez vu sur Netflix L'art du rangement de Marie Combeau. En fait, de se dire comment on accompagne des consommateurs qui ont des dressings pleins, qui thésaurisent et qui chaque matin se disent mais qu'est-ce que je vais mettre? Et à partir de là, on a vu aux États-Unis des coachs vestimentaires rentrer en fait dans les maisons des consommateurs pour faire un tri et se dire mais si on peut rematcher tel et tel produit. Ce qui est assez intéressant, c'est que je pense qu'on va avoir de plus en plus ce type de coach. Et puis le dernier élément, c'est effectivement la bibliothèque de vêtements, où là on va mutualiser l'usage entre consommateurs. Et à partir de là, alors il y a quand même encore pas mal de freins, notamment par rapport au problème de contamination. Enfin, il y a tout un imaginaire sur ce point. Mais on a vu se développer, c'est incroyable, Bocage qui a lancé effectivement la location de chaussures à 39 €. On a vu aussi la location de jeans. Donc effectivement, alors là, il faut faire des études sur l'impact environnemental et savoir si effectivement les produits vont durer plus longtemps. Donc on a plein de petites expérimentations qui nous disent que effectivement, on va répondre à cette demande de durabilité. Merci, c'est très intéressant. On entend par ton discours que les consommateurs commencent à envisager les choses peut-être différemment, même si ce n'est pas encore la norme, que les startups notamment, ils voient des opportunités. Est-ce que les entreprises à plus grande échelle commencent à entendre ce genre de mouvement? Est-ce qu'elles prennent ça en compte? Comment est-ce que tu vois les choses? Est-ce que ça bouge de ce côté-là? Alors, effectivement, par rapport à l'année dernière, à la même époque, je pouvais lire 1, 2, voire 3 articles sur la mode responsable. Là, j'ai parfois du mal à suivre parce qu'on est à 25-30 par semaine. Ça s'est vraiment développé depuis 6 mois où on a vu effectivement toutes les grandes entreprises du mass market faire, je dirais, s'engager sur le développement durable avec effectivement toute une panoplie d'engagements. Et puis on voit, on l'a vu, notamment là à l'automne, au début septembre, je dirais le développement durable un peu s'inviter sur les podiums, sur les Fashion Week, savoir que aussi on a annulé la Fashion Week de Suède pour cause écologique. Et puis il y a eu aussi le G7 qui a rassemblé 32 entreprises qui se sont associées en fait dans le Fashion Pact. L'objectif étant véritablement de se focaliser sur l'impact environnemental de nos vêtements. Ça bouge, et on le voit parce que les consommateurs bougent, parce qu'on a une pression institutionnelle, parce qu'effectivement on sait qu'on ne peut pas continuer comme ça. Par contre, effectivement, ce n'est pas un changement systémique. On n'a pas des business models rupturistes. Ce que je viens de décrire tout à l'heure, c'est quand même les startups qui le font. On a, je dirais, des business models qui se disent, bon, effectivement, on va bouger. On bouge en quoi? Plutôt sur l'éco-conception, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a tout un travail qui est fait actuellement sur les nouveaux matériaux à base d'ananas, de bananes, d'oranges, de pommes, etc. C'est assez important. Mais globalement, tout le mass market est toujours ancré dans ce système linéaire. Il n'y a pas une vision, je dirais, systémique. On va changer. La fast fashion, elle est là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on va avoir une fast fashion verte. Mais on ne change rien. C'est-à-dire qu'on fait un peu mieux,
mais on ne fait pas moins. Et on n'augmente pas la durabilité, puisqu'en fait, les engagements derrière, les collections sont toujours aussi importantes, le renouvellement est toujours aussi important, la qualité, elle est toujours basée sur de la volumétrie, donc effectivement c'est compliqué. Et puis sachez que 60% des vêtements qui sont vendus à l'heure actuelle sur le marché sont aidés, soit par les soldes, les promos ou les ventes privées. Donc ça veut dire qu'en fait, globalement, oui, il y a des changements, ça bouge, les gens se posent plein de questions, mais on n'est pas dans un changement systémique. Désolée. Il reste encore du travail du coup. Alors on est rejoint par Véronique Rioton, merci beaucoup. On aura l'occasion et le plaisir de vous entendre juste après Vincent. Parce que je me tourne vers Vincent, parce que maintenant on a parlé d'électroménager, d'objets du quotidien, un peu de meubles avec la Camif et le Bon Coin, de textiles. Et puis il y a un sujet dont on ne pense pas forcément immédiatement quand on parle d'obsolescence ou de durabilité, mais qui pourtant se sent partie prenante de l'écosystème de la durabilité. C'est le secteur de l'immobilier que tu représentes aujourd'hui avec l'entreprise Novaxia. Alors, est-ce que tu peux nous dire en quoi il y a des liens très forts, en quoi finalement l'immobilier est très concerné par cette question et quelles sont les innovations qu'on peut imaginer dans ce secteur? Bonjour à tous. On parle souvent des déchets qui sont produits et vous le savez, j'en suis sûr, 73% des déchets, selon l'ADEME, sont issus du bâtiment, en volume. Et on cherche à savoir un petit peu pourquoi, quand on regarde nous ce qu'on fait chez Novaxia, qui a agi à la fois en tant que développeur immobilier et de finance dans l'immobilier, d'investissement dans l'immobilier. Je vais vous donner juste un exemple, et je crois que ça illustre bien ces 70% de déchets. Tout récemment, l'année dernière, il y avait un concours pour transformer un bâtiment à Nanterre, l'ancien conseil départemental des Hauts-de-Seine. 15 entreprises ont répondu à ce concours pour acheter ce bâtiment, pour le transformer. Toutes les grandes entreprises très vénérables de l'immobilier s'étaient positionnées. C'est un très grand bâtiment. Et Novaxia, bien sûr, s'est aussi positionné. Parmi la quinzaine de réponses à ce concours pour transformer ce bâtiment, seule une proposait de préserver le bâti, de le remettre aux dernières normes d'efficacité énergétique, de réemployer les matériaux de construction. Seule une proposait donc de réduire concrètement le volume de déchets. Entre nous, ça ne coûte pas vraiment plus cher de préserver le bâti, au contraire. On peut, avec un vrai savoir-faire, travailler avec des architectes qui savent faire, travailler avec ceux qui vont travailler sur le diagnostic réemploi pour qu'ils travaillent avec les architectes pour essayer de réemployer au maximum, et puis sinon mutualiser avec d'autres sites. Et voilà un exemple. Alors bien sûr, pourquoi je vous donne aussi cet exemple, c'est que non seulement on a été la seule offre, et puis on a remporté ce concours. Et donc, en remportant ce projet-là, on montre bien que la transformation immobilière, pour nous, elle est différenciante. On montre que c'est un savoir-faire. On montre qu'on n'a pas besoin forcément toujours de nouvelles technologies très, très complexes, mais il y a un changement de culture, en fait, notamment dans le secteur, qui est très producteur de déchets, qu'il faut opérer. Et ça, on le sent bien, puisque petit à petit, ce genre de belles histoires, on commence à en avoir depuis plus de 10 ans maintenant. Et donc, à chaque opération, on se différencie notamment par ses engagements sur le côté environnemental et sur le côté social. Peut-être pour prendre un petit peu de hauteur vis-à-vis de l'engagement du groupe sur la lutte contre l'obsolescence des territoires, des bâtiments, on a décidé, durant un travail de 2 ans, de faire des indicateurs avec nos partenaires, que ce soit les associations sociales, des entreprises spécialisées dans le réemploi, la dépollution, de faire des critères, des indicateurs pour mesurer notre engagement. Je vous donne un exemple, combien de matériaux de construction on réemploie, ou combien de mobilier on réemploie par an sur la totalité de nos opérations. On a souhaité d'abord le mesurer pour nos investisseurs qui investissaient sur nos opérations. Et puis Joachim Hazan, le président de Novaxia, a décidé d'aller un cran plus loin en faisant adopter, et ça a été voté à l'unanimité de l'ensemble du groupe, le premier plan d'intéressement applicable à l'ensemble des salariés du groupe, dont l'intéressement, donc une partie
forte de la rémunération chez Novaxia est directement adossée à l'impact qu'on a sur la société et l'environnement. Concrètement, le reporting qu'on fait en fin d'année pour savoir combien de matériaux on réemploie va directement impacter financièrement l'ensemble des salariés. Mieux on fera, plus les personnes seront rétribuées financièrement. Alors, pourquoi on fait ça? Bien sûr parce qu'on croit que c'est source de valeur pour le groupe, et parce que derrière ce changement de culture, il faut qu'on systématise la méthode de tous nos collaborateurs pour penser réemploi dès qu'ils pensent immobilier. Et donc là, si leur engagement sociétal, personnel est déjà présent, parfois c'est un peu plus difficile puisqu'on est en terrain un peu inconnu, eh bien on a tous les arguments internes notamment pour convaincre. Les collectivités sont aussi très heureuses puisque qui dit transformation et réduction des volumes dit moins de nuisances, moins de pollution, moins d'émissions de gaz à effet de serre liées au transport pour la transformation. Et peut-être dernier chaînon de toute cette démarche du groupe, je vous ai parlé d'opération, du fonctionnement interne et suivi de performance. Et derrière, pour financer ça, on lance des produits d'épargne liés à l'immobilier. On a lancé, il y a maintenant 3 ans, les premiers produits d'épargne labellisés Entreprise solidaire d'utilité sociale, qui est un agrément d'État, dit ESU. On a été les premiers à déjà pouvoir l'obtenir, parce qu'on avait une maturité sur ce sujet-là, des retours d'expérience. Et puis on a été aussi parmi les quelques-uns à réobtenir l'agrément, puisqu'on est audité et on est suivi par l'État, pour pouvoir bien justifier de cet agrément d'État. Pourquoi on fait ça encore une fois? Et pourquoi je suis là? Et pourquoi on est au sein du club de la durabilité? Pour dire que ça marche. Ces produits d'épargne responsables, agréés ESU, l'année où on l'a lancé, plus de 76% de collecte d'épargne par rapport à nos produits d'épargne de l'année précédente. Pourquoi? Alors on a commencé à regarder tout un tas d'investisseurs particuliers qui aujourd'hui n'investissent pas, ont besoin d'une démocratisation de l'épargne responsable et donc vont investir si on est transparent sur la mesure, si on est transparent sur les indicateurs et si on le fait de manière systématique et on ne les fait pas de manière au coup par coup pour une action de communication. Nous, ça ne peut plus être vraiment que des actions de communication puisque l'ADN même du modèle économique, c'est la transformation urbaine. Merci beaucoup Vincent. On voit en effet que finalement les bâtiments ne sont pas toujours pensés dès le début pour durer longtemps, pour durer dans la durée justement, comme on pouvait avoir avant le temps des cathédrales, je ne sais pas, qui sont encore aujourd'hui très belles. Finalement, beaucoup de bâtiments aujourd'hui ne sont pas forcément imaginés dans cette optique. Et puis, après quelques années, quand les locataires principaux changent d'activité, se partent, on a des bâtiments vides qui ne sont pas toujours imaginés pour le réemploi, pour être utilisés pour d'autres usages, mais qui peuvent être détruits en créant malheureusement beaucoup de pollution. Donc il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Et puis on peut imaginer, j'imagine, beaucoup de nouveaux usages autour même des locataires d'immeubles, autour de la mutualisation des équipements comme les lave-linges par exemple, dans ces nouveaux bâtiments. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Est-ce que toi, ça t'inspire? Est-ce que ça inspire Novaxia? Et puis, quel est le sens d'avoir rejoint le club de la durabilité pour Novaxia, comme pour Le Bon Coin d'ailleurs? Oui, alors, club de la durabilité, donc dans durabilité, bien sûr, là je venais de parler de réduction de volume de déchets, mais derrière la durabilité, on a bien sûr l'impact sur les ressources. Alors, on pourrait parler des économies de sable, qui sont aujourd'hui un enjeu majeur pour le secteur, là aussi, et puis pour l'écologie dans son ensemble. Là donc économie de sable, économie de matière, durabilité donc, et puis émissions de gaz à effet de serre. On a fait l'analyse sur le bâtiment que je vous évoquais. C'est comme si on prenait toute la population de Nanterre, on répartissait dans à peu près 600 à 320, on les fait tous aller à Barcelone et on les fait tous revenir. Toutes les émissions de gaz à effet de serre sont l'économie de gaz à effet de serre, d'émissions de gaz à effet de serre équivaut à ce que je viens de vous décrire par rapport au voyage en avion de toute la population de Nanterre. Donc on a bien un impact sur les émissions de gaz à effet de serre grâce à la préservation des ressources. Donc peut-être notre contribution aussi sur
comprendre la durabilité dans son ensemble, ressources, émissions de gaz à effet de serre, biodiversité, on pourrait en parler. Sur la question de l'urbanisme temporaire, on a été aussi pionnier là-dessus. Il y a eu une première, alors certains d'entre vous connaissent peut-être une première expérience qui s'appelle les Grands Voisins. Les Grands Voisins, qui est à Paris, vous aviez un immeuble vacant, et puis petit à petit, par tout un tas de jeux, d'alliances, d'innovations, des acteurs s'y sont installés, et puis ont installé le premier prototype assez magistral d'urbanisme temporaire, où vous aviez à la fois des activités ludiques, écologiques, à chaque fois avec des acteurs engagés, des entreprises sociales qui payaient un loyer modique pour pouvoir s'installer et être au cœur de Paris, et puis de l'hébergement d'urgence dans ce site-là. Et grâce à la mixité d'usages, eh bien, on n'a pas entendu un seul voisin se plaindre qu'il y avait du logement d'urgence dans ces bâtiments, et pourtant, vous aviez bien plusieurs centaines de personnes qui étaient logées. Alors en voyant ça, en le visitant au tout début, avec Plateau Urbain notamment, dont nous sommes actuellement sociétaires, qui est une coopérative qui s'occupe justement de l'urbanisme temporaire, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On s'est dit pourquoi le privé ne le fait pas? Pourquoi nous, on n'optimiserait pas nous aussi les immeubles vacants? Et là, je vais vous dire quelque chose. Moi-même, je n'y ai pas cru quand j'ai vu ça. Et encore aujourd'hui, encore hier, on visite des immeubles vacants. Vous avez aujourd'hui des millions de mètres carrés vacants en Île-de-France, alors que vous avez des centaines de milliers de personnes qui dorment soit à l'hôtel, dans le meilleur des cas, pour l'hébergement d'urgence, soit dans la rue. Vous avez cette contradiction entre un foncier disponible vacant et une urgence sociale. Je peux ajouter bien sûr que ça fait peser sur l'étalement urbain quelque chose, puisqu'on n'optimise pas le foncier, et donc on va, en plus dans une logique assez facile, construire toujours plus. Mais là où ça n'est pas vacant, là où c'est vide, pour étaler l'urbain. Alors nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est que sur tous nos immeubles, on systématise l'urbanisme temporaire. Et donc il y a quelques années, à l'époque, peu en parler, il y avait les Grands Voisins, on a fait le premier site avec des acteurs privés d'urbanisme temporaire, 12 000 nuitées d'hébergement d'urgence dans un quartier très central de Paris, où si nous avions dit tout de suite que des personnes en logement d'urgence allaient être installées, on aurait peut-être eu quelques réticences. Sauf qu'à côté, il y a eu notamment HOP qui organisait une conférence, il y a eu le premier théâtre immersif au sein d'un bâtiment à Paris qui a accueilli plus de 12 000 personnes. On a eu un incubateur de start-up social qui à chaque fois avait des engagements pour la lutte contre le réchauffement climatique qu'on a installé pour un loyer modique. Tout ça a créé un nouvel écosystème qui a très très bien réussi, où tout le monde était heureux et où on a eu l'impression, encore une fois, d'avoir un impact à la fois sur la société et sur l'environnement. Et encore une fois, entre nous, ça ne nous a pas coûté de l'argent. Ça nous a coûté un peu de prise de risque, bien sûr, de faire ça. On a prêté un bâtiment vide à des associations. Oh là là, mais on y est arrivé, et ça a si bien réussi qu'on a décidé de le faire, et je pourrais vous en raconter, puisque à chaque fois, c'est de très très belles histoires d'innovation, puisque c'est un bâtiment vide, c'est un peu le terrain des possibles pour tout le monde, surtout quand on met tous les acteurs de la société civile à l'intérieur. Il y a eu d'autres bâtiments. On a signé une tribune en juin dernier avec notamment Éric Pliès, le président d'Aurore, le directeur d'Aurore et le président du SAMU social, avec notamment Plateau Urbain, l'Observatoire de l'immobilier durable, pour appeler l'ensemble des acteurs, et pas juste Novaxia, à faire de même sur ces millions de mètres carrés vacants en urbanisme temporaire. Tant que c'est mesuré, encore une fois, pour s'assurer que ça ne devienne pas du green ou social washing. On pense que c'est possible, et nous en tout cas on y est prêt, on a commencé à le systématiser, on optimise l'urbain, ça lutte contre l'étalement urbain. C'est une forme, en tout cas dans notre domaine, d'une économie de l'usage qui était assez peu explorée. Merci Vincent pour cette belle description. On voit bien que le sujet de la durabilité est bien plus vaste que les collants, les laminages, les imprimantes, heureusement pour nous. Et il y a beaucoup d'acteurs, de secteurs qui sont concernés. C'est vraiment cette transversalité aussi qui est très intéressante, notamment dans le cadre des échanges du club, pour s'inspirer les uns les autres
et justement voir là où sont les innovations et parfois les freins, mais de les dépasser aussi en s'inspirant les uns des autres. Alors, nous avons le plaisir de recevoir Véronique Rioton, qui est députée et qui sera en charge notamment du projet de loi économie circulaire à l'Assemblée nationale. Alors, le projet de loi a déjà été étudié maintenant au Sénat. De nombreuses avancées, d'ailleurs, ont été obtenues, selon HOP en tout cas, notamment, je pense, au compteur d'usage, l'indice de durabilité, plein de choses. Quelle est la lecture que vous en faites en tant que député aujourd'hui? Quels seront vos combats? Qu'est-ce que vous avez envie de défendre pendant le projet de loi à l'Assemblée? La ministre était là avant pour nous dire aussi qu'elle comptait sur les députés pour aller plus loin, même sur certains sujets. Quelle est votre opinion sur les avancées nécessaires au niveau réglementaire et législatif? Bien, je vous remercie en tout cas de m'accueillir ce matin. Peut-être quelques mots auparavant sur la genèse de ce projet de loi, parce que ce projet de loi, il est finalement débattu au Sénat. On est en octobre 2019, mais c'est une histoire qui a démarré en 2017. Je pense que d'ailleurs beaucoup d'acteurs autour de la table, et particulièrement HOP, a contribué dans cette concertation qui a abouti ensuite à la feuille de route pour l'économie circulaire, qui avait vraiment une vocation de changer les comportements sur à la fois la consommation et la production avec ces 50 mesures. Et ce projet de loi aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'il est l'occasion pour nous aussi, députés, de pouvoir mettre en œuvre concrètement cette volonté d'avancer. Et je crois aussi que c'est une réponse aux attentes vraiment des citoyens qu'on a eues pendant le grand débat. Et donc, plutôt évidemment un bon accueil. Je suis commissaire du développement durable. On est un certain nombre à avoir envie de voir aboutir des avancées. Donc, on accueille déjà assez favorablement le projet de loi tel qui nous a été proposé. Peut-être dire aussi qu'il a 4 orientations. Il y a vraiment évidemment le but ultime qui est la réduction de nos déchets et que le fait qu'il concerne tous les acteurs nous permet d'englober l'ensemble des actions. Quelquefois, on a des actions qui ne sont pas forcément prises par tous les moyens. Ici, on a tous les angles. On a le consommateur qui est concerné, on a les industriels, on a les collectivités. Donc, chacun a effectivement, à la fois dans l'objectif de changer les comportements de consommation et de production, eh bien, les moyens en tout cas la mise en place des moyens pour que chacun puisse le faire. Peut-être faut dire aussi, donc moi je suis rapporteur de la première et deuxième partie, c'est aussi plusieurs équipes. Ma collègue Stéphanie Kerbar est en charge du titre 3 et titre 4. Pour moi, c'est première partie et deuxième partie, donc l'information du consommateur et puis la partie donc anti-gaspillage. Voilà sur ces éléments-là. Redire peut-être quelques mesures phares qui ont été proposées donc avant passage au Sénat. Sur la première partie, sur l'info consommateur, c'est évidemment l'affichage environnemental pour permettre aux consommateurs de pouvoir choisir et puis enfin changer les comportements. Je suis très sensible au fait qu'on puisse donner les moyens sur le fait de changer les comportements. Donc l'affichage est un vrai beau levier sur cette partie-là. Sur la deuxième partie, la mesure phare d'anti-gaspillage, c'est évidemment d'interdire la destruction des invendus et puis la possibilité, vous parlez du bâtiment, de démarrer par le diagnostic dans les temps de construction. Sur la troisième partie donc, du projet de loi, l'ouverture à la responsabilité élargie des producteurs sur le principe évidemment du pollueur-payeur, élargir à plusieurs secteurs d'activité. On peut nommer le jouet, le bricolage et puis les articles de sport par exemple, et puis ensuite quelques dispositifs sur les directives européennes. Ça, ce sont les projets phares. Pour répondre à votre question sur la sortie du Sénat, eh bien oui, les sénateurs ont été, ma foi, plutôt des sénateurs verts, j'ai envie de dire. En tout cas, ils ont fait avancer le texte. Voilà, donc je pense qu'il y a eu de belles avancées. Après, on se confronte à la technique législative et
j'ai plutôt envie de dire que j'aborde moi ce texte en tant que rapporteur. On sait, je sais, il y a peut-être des techniciens autour de la table, il y a quelques avancées qui ont été faites quelquefois contre l'avis du gouvernement et contre l'avis aussi de la commission. Ça veut dire que c'est fragile. Donc j'aborde le travail plutôt techniquement pour, je vais détailler un peu à la fois les propositions que vous avez faites, mais avec l'envie de peut-être de sécuriser quelques avancées. Quand je dis ça, je pense si on y va techniquement sur la partie de la durabilité. J'ai entendu, j'étais pas là évidemment tout le temps de la table ronde, mais que c'est un enjeu important sur nos enjeux d'économie circulaire et donc sur l'indice de durabilité. J'ai vraiment le souhait qu'on puisse sécuriser cette partie-là, peut-être en intégrant dans l'indice de réparabilité. En tout cas, ça me paraît important d'aller sur ces dimensions-là. Le compteur d'usage aussi, voilà, je suis une fervente défendresse de cette idée-là. Je sais que vous en êtes à l'origine. Je crois foncièrement que, à l'instar de ce qu'on vit dans l'automobile, le marché de l'occasion marche bien parce qu'on sait racheter une voiture en fonction de son usage. Donc je pense que c'est un élément important. On n'est pas très loin techniquement. On sait que les industriels ont déjà cette information-là. Donc l'enjeu, ça va être effectivement de pouvoir sécuriser ce dispositif-là pour le prendre pratique, en tout cas que sa mise en œuvre puisse être réalisée. L'indice de durabilité, j'en ai parlé. Concernant la publicité aussi, je pense que c'est un premier pas sur le fait, donc le principe ici c'est d'interdire la publicité, en tout cas qui invite à la destruction, qui n'invite, et donc de permettre plutôt le réemploi et la réutilisation. Donc ça c'est un premier pas sur lequel je souhaite continuer d'avancer. Voilà, j'ai juste envie de dire que je le prends globalement avec des choses très techniques sur lesquelles on a commencé à travailler, et puis on peut parler aussi de la garantie sur les produits réparés. Je pense qu'il faut aider les consommateurs à être rassurés pour faire des achats qui soient des achats liés à la seconde main. On voit bien que culturellement, l'ensemble des consommateurs a fait un pas pour rentrer dans cet achat plus responsable. Voilà, je pense qu'il manque encore quelques garanties et notamment, on en a déjà beaucoup discuté, je souhaite encore vous mettre à contribution peut-être pour aider aussi techniquement à rendre tout ça possible. Voilà, un peu pour commencer sur mes avis. J'ai plutôt une posture de dire renforçons ce qui a déjà été fait au Sénat, sécurisons, voilà, avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'envie. Merci beaucoup. Est-ce que, comment l'Assemblée se prépare à ça, pour ceux qui d'ailleurs ne sont pas tous des experts du monde parlementaire? Est-ce que les députés s'intéressent au texte? Comment cela fonctionne pour comprendre les différentes problématiques qui peuvent, et les différents acteurs qui peuvent s'intéresser au sujet, par exemple? Alors, peut-être pour témoigner du fonctionnement de l'Assemblée, un texte, donc à l'Assemblée, nous sommes organisés en différentes commissions. Ici, je suis commissaire du développement durable. On a aussi, et je salue dans la salle ma collègue Graziella Melchior, qui est responsable du texte chez dans la commission des affaires économiques. Et donc, j'ai envie de dire qu'il y a les députés qui sont au fond dans leurs compétences, qui participent déjà aux auditions. Nous avons démarré, donc le principe du travail de l'Assemblée, c'est de travailler par audition. Vous étiez auditionné hier lors d'une table ronde spécialement sur le réemploi. Donc les députés se préparent, et puis on est quand même sur une thématique qui a beaucoup d'appétence, j'ai envie de dire plus largement que nos commissions en responsabilité. Beaucoup de députés ont déjà suivi l'élaboration de la feuille de route, et nous avons des groupes inter-commissions qui travaillent. Donc il y a un nom un peu barbare qui s'appelle GAP, c'est un groupe d'animation politique sur le sujet, c'est-à-dire que ça dépasse nos commissions, donc c'est un sujet qui intéresse beaucoup. Et puis évidemment il y a des sujets dans les circonscriptions, c'est le travail des députés,
est aussi comment dire, être dans la représentation nationale, mais évidemment très impliqués quelquefois sur leur sujet de territoire. Donc on a plutôt beaucoup de députés qui sont mobilisés sur le texte. Et en même temps, on a la loi de finances qui est en ce moment, donc il y a des concordances, donc voilà, plutôt une belle mobilisation. D'accord, merci. D'ailleurs, sur les sujets de financement, on aura l'occasion de parler des sujets liés à la réparation et le fonds de la réparation à la table ronde suivante. En tout cas, merci pour votre engagement. Les citoyens comptent beaucoup sur les députés pour en effet sécuriser ce qui a été acquis au Sénat et d'aller peut-être même encore plus loin. Ouais, si je peux me permettre, j'ai aussi employé le terme de sécuriser, le rendre pratique, pragmatique, hein, que ça puisse être fait. Je pense aux compteurs d'usage, notamment avec les industriels, en tout cas, qu'on lève les questions pour que ce soit, que ce soit possible. On connaît le long chemin législatif, donc le Conseil d'État. Donc sécuriser, c'est aussi rendre possible. Tout à fait, dans un esprit positif et constructif qui anime cette salle, n'est-ce pas ? Donc je vais ouvrir les débats et les questions de la salle, si vous en avez, pour qu'on puisse poursuivre la discussion avec nos brillants intervenants. Donc n'hésitez pas à lever la main, qu'on vous passe un micro.